Monsieur, bonsoir. Avant son exécution, ce 8 janvier 2020 était et devait d'ailleurs marquer le lancement de l'exécution du dit budget pour l'exercice de l'État du Cameroun 2020. Occasion pour nous, bien entendu, de statuer ce soir sur un temps soit peu d'ailleurs, sur l'entrée en vigueur d'une telle norme, on ne peut plus importante, qui engage à la fois la vie des nationaux, pour parler des Camerounais, mais également sa coopération avec la communauté internationale, coopération bilatérale, mais également multilatérale avec une idée, le fait qu'elle a été adoptée, cette loi de finances, après que cela ait été adopté, il y a eu par la suite l'adoption d'un texte on ne peut plus particulier, c'est-à-dire celui portant code général des collectivités territoriales décentralisées. En tout cas, on essaie de comprendre quelle sera l'implémentation de la loi de finances par rapport à cette nouveauté, par rapport à ce que désormais 15% du budget de l'État du Cameroun soit alloué aux collectivités territoriales décentralisées. Quels sont les mécanismes pour en arriver à ce que les Camerounais se sentent à l'aise là où ils sont au niveau de la base? Eh bien, c'est un peu l'essentiel de notre entretien ce soir, que dis-je, de notre débat avec, bien entendu, nos invités. Et on va commencer en termes d'invités. Les caméramans ont commencé, bien entendu, à pointer leur cible, c'est-à-dire l'un des invités. Mais je vais commencer par le plus représentatif d'entre eux, Isaac Bissala. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président national de l'UGTC, c'est l'Union générale des travailleurs du Cameroun qui représente pour l'essentiel et grosso modo l'essentiel des employés sociaux au Cameroun. Le budget sera donc implémenté d'ici à quelques jours. On a annoncé son entrée en vigueur en termes d'exécution ce jour même. Par le passé, quel est le regard que vous aviez par rapport au budget et par rapport aux employés sociaux? Merci. D'abord, bonsoir les téléspectateurs. Il faudrait dire le syndicaliste que je suis. Nous avons souvent un regard sur le budget d'un pays. En fait, le budget, c'est quoi pour nous au syndicat? C'est quelque chose que nous avons entre les mains pour pouvoir essayer de satisfaire les besoins essentiels de la société camerounaise. Donc, ça veut dire que c'est l'argent que l'État du Cameroun a, que doit recevoir, parce que c'est prévisionnel le budget, doit recevoir pour pouvoir résoudre les problèmes de la société camerounaise. Donc les syndicalistes ont un regard très méticuleux sur le budget. Et par le passé, vous posez la question des budgets se suivent ne se ressemblent pas. Donc, généralement, nous ne sentons pas effectivement que le budget au niveau du Cameroun trouve les solutions pour les problèmes que les travailleurs ou bien les populations passent. Que disent les employés sociaux? Non, le problème, lorsque vous avez un budget, et d'ailleurs, quand on parle de budget, on parle d'abord de l'économie. Lorsque vous avez donc un budget et que vous n'arrivez pas à relever le niveau de vie des citoyens et surtout de lutter contre le chômage pour que le plus grand nombre trouve du travail, ça veut dire que quelque part notre budget n'est pas bon. Donc c'est ce qu'on constate depuis plusieurs années, et que nous avons des budgets et qu'à la fin de chaque année, quand nous essayons de faire l'évaluation, nous trouvons que notre budget n'a pas été à la hauteur des attentes des travailleurs. On en parle au cours de cette émission. Roger Justin Noah, monsieur, bonsoir. Bonsoir. Vous représentez le MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. C'est un sujet d'intérêt national. C'est également votre appréciation de façon globale? Oui, de façon globale, disons que le budget qui a d'un côté les recettes de l'État et puis de l'autre côté les dépenses, nous avons la première chose qui est marquante, c'est que ce budget est en baisse de 260,3 milliards de francs CFA en valeur absolue, c'est-à-dire 5% en valeur relative. Cela est simplement la conséquence de la morosité économique du pays. Lorsque le Premier ministre est allé présenter le programme économique financier de l'État à l'Assemblée nationale, il a dit que l'un des objectifs de ce budget, c'est la rationalisation de la dépense. Mais au finish, c'est pas ce que l'on constate, la rationalisation de la dépense, la baisse de la dépense publique, ce n'est pas ça. En réalité, vous allez vous rendre compte que c'est plutôt le budget d'investissement qui a baissé, alors que c'est ce budget d'investissement-là qui est censé améliorer les conditions de vie de la population. Parce qu'il faut dire que depuis un certain temps, contrairement aux promesses du gouvernement, comme d'habitude, des promesses fallacieuses,
il s'avère que le budget d'investissement baisse. Tenez, nous sommes partis en 2017 de 36,3% en 2017. Nous sommes tombés à 28,6% en 2018 pour arriver à 27,4% en 2019. Et là, nous sommes cette année à 27,2%. Voilà ce que représente le budget d'investissement prévu par rapport à tout le budget total. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois de plus, et comme d'habitude, ce gouvernement ment au peuple. Et ils ont dit que entre 2020 et 2020, ils seront à au moins 30,3%, mais ça baisse plutôt. Et je pense que d'ici 2022, on sera à 20% comme en 2010. Cela montre que ce gouvernement n'est pas à mesure d'offrir au peuple camerounais ce qu'il promet. Jean-Baptiste Atimengue, bonsoir. Bonsoir, Gislain. Pourquoi le gouvernement du RDPC, pour emprunter au MRC, ment le peuple de fil à année, le budget d'investissement public qui est en baisse? Peut-être une question entre parenthèses, pourquoi, entre guillemets, la date du lancement en termes d'exécution, date officielle de lancement officiel, je vais me permettre, cette tautologie a été revue à plus tard? Je ne peux pas répondre à la question du report de la cérémonie, de lancement de l'exécution du budget. C'est seulement un autre glissement. La cérémonie c'est une cérémonie de sensibilisation, mais le lancement technique est valable dès lors que les aspects techniques sont... Dites qu'en monnaie, nous sommes déjà habitués à votre glissement. C'est juste tout simplement un glissement. Deuxièmement, je crois que... Vous êtes d'accord avec cette opinion en termes de je crois qu'il est mal placé pour le dire. D'ailleurs, je ne sais pas, c'est vous qui invitez vos panélistes. C'est vous qui jugez maintenant les panélistes. Le MRC est visiblement très mal informé. C'est normal, ils ne seront pas représentés à l'Assemblée nationale. Actuellement, ils sont mal représentés. On parle de budget. Encore moins mieux. On fait glisser la cérémonie. Et donc très prochainement, ils se contenteront des hommes du quartier. Je me rends compte que c'est exactement ce que fait M. Noir, parce que je ne sais pas d'où il a tiré ces statistiques sur le budget 2020. Le budget d'investissement de 2020 augmente exactement de 18,3 milliards, le budget d'investissement. Et donc, en valeur relative... Et qu'est-ce que ça représente? En valeur relative, il augmente forcément, puisque le budget de fonctionnement baisse de 8 milliards et que le budget dans l'absolu lui-même diminue. Vous savez qu'après le collectif budgétaire de l'année dernière, ce budget... le collectif qui avait augmenté le budget initial, la loi de finances initiale, donc le budget de cette année est en baisse. Donc, mathématiquement, il n'est pas possible que par rapport à un budget en baisse et à la baisse du budget de fonctionnement, que le budget des investissements diminue alors qu'en valeur absolue, il augmente de 18,3 milliards. Donc la proportion du budget d'investissement augmente. Je ne sais pas d'où M. Noir. Ce sont pourtant les chiffres officiels. Vous allez poursuivre. C'est bel et bien 27,2%. On est venu discuter sérieusement. C'est vous qui mentez parce que vous ne serez même plus représenté à l'Assemblée. C'est pas de cela qu'il s'agit. Mais la loi de finances, on ne peut pas participer à n'importe quelle élection dans ce pays. Des élections qui vont consacrer la division de ce pays. Mais justement, vous ne participez pas à une élection, mais il faut bien voter la loi de finances chaque année. Il faut qu'il y ait une Assemblée nationale qui le fasse. Vous n'allez pas le faire. Une Assemblée nationale représentative du peuple camerounais. Soyez sérieux. Nous le sommes très bien. Vous devrez avoir honte de boycotter la démocratie, de la saboter et de parler des problèmes des Camerounais tous les jours. C'est à l'Assemblée nationale. C'est à l'Assemblée nationale qu'on débat du budget. Alors, par exemple, à l'Assemblée nationale, vous avez débattu de la question anglophone. Tout le monde l'a constaté. Vous mélangez tout là. Ah oui. Alors, en attendant de régler des mais puisque vous avez dit que l'Assemblée nationale c'est l'institution qui permet de débattre des problèmes du pays, est-ce que le problème en question n'est pas un problème national? Pourquoi ça n'a jamais été débattu à l'Assemblée nationale? Alors que l'Assemblée nationale est là pour débattre des questions nationales. C'est pour ça, mais vous voulez embrouiller les Camerounais. C'est pour ça vous qui embrouillez les Camerounais, malgré cette difficulté dans nos deux régions, il faut poursuivre de gérer la continuité du service public. L'État doit continuer. Le représentant du syndicaliste et des syndicalistes est là. Il vous dira que les Camerounais ont besoin de ce budget, de cette loi de finances pour soigner les Camerounais, éduquer les Camerounais, que l'État assure ses 3 devoirs régaliens, c'est-à-dire sécurité, justement,
faut un budget pour assurer la sécurité des Camerounais, surtout de ces deux régions. Il faut un budget pour rendre justice et il faut effectivement qu'une fiscalité, les prélèvements fiscaux se poursuivent. Et ces prélèvements ne peuvent se faire dans l'illégalité. Le budget, c'est une loi votée par les Camerounais ou leurs représentants. Ce n'est pas le chef de l'État ou le gouvernement. C'est le principe de la légalité et des impôts et des dépenses publiques. Il faut bien des députés pour le faire. Vous ne voulez pas être député, vous ne devez même pas en débattre. Donc je ne sais pas pourquoi vous êtes là. Très bien. Alors, dès que vous l'avez dit, est-ce que vous pouvez répondre à ma question maintenant? C'est un Camerounais aussi, hein, Jean-Baptiste Atemengue, qui a gauche. Non, je vous en prie. Roger Justin Noir, voilà. Très bien. Sauf que... Pour la question que je vous ai posée, est-ce que vous avez l'impression que maintenant que ce budget va être exécuté, selon les directives à la fois législatives, gouvernementales, il y aura une différence entre le passé et le présent, parce que par l'occasion on a constaté qu'il n'y avait pas eu une exécution systématique, je veux dire selon les prévisions, et à la fin on s'est retrouvé quelque peu dessus. Mais voyez-vous, vous voyez pas la différence? La différence justement, c'est que nous sommes à la 3e année d'un programme économique et financier avec le Fonds monétaire international partenaire, et il y a en tout cas le budget 2020 reconduit les 3 défis qui étaient déjà ceux de 2019, à savoir améliorer effectivement la qualité de la dépense, éviter le maximum possible de gaspillage, mieux réaliser les projets d'investissement public, parce que là aussi il y a encore beaucoup de marge, beaucoup d'investissements publics sont très mal réalisés. Je crois qu'on peut améliorer cette dépense. Moi, qui suis un homme politique de terrain, je vois à peu près ce qui se passe. Je crois que l'État a encore beaucoup de marge de manœuvre là-dessus pour améliorer la qualité. Deuxième défi, effectivement, la discipline budgétaire. Parce que cette discipline budgétaire assure la crédibilité financière de l'État. L'État emprunte. Si l'État n'a pas de crédibilité, nous tous, nous allons payer des taux d'intérêt très élevés. Il faut bien que l'État camerounais reste crédible. Donc il y a une discipline budgétaire. Donc c'est tout un défi aussi. Discipline budgétaire veut dire que chaque ordonnateur doit rester calé à ce qui a été voté pour que le déficit qui est prévu à 2,1% du PIB soit respecté. Parce que s'il n'est pas respecté, on augmente la l'ardoise qu'on sera amené à payer. Et troisième défi, effectivement, c'est déjà la mobilisation même de cette retraite qui nécessite, de ces recettes, des recettes qui vont assurer la dépense, qui nécessitent beaucoup plus de civisme fiscal. Là aussi, il y a beaucoup de marge de manœuvre. En principe, un Camerounais sur 3 qui doit payer des impôts, qui mène des activités, seul un Camerounais sur 3 les paye. Alors, vous dites sur ce plateau que un Camerounais sur 3 qui devait le faire paye les impôts. Alors, c'est pour ça que, d'ailleurs, vous, les médias, vous choisissez régulièrement de n'inviter que les représentants syndicaux. Je crois qu'un débat équilibré serait celui qui mettrait aussi face aux représentants des syndicats un chef d'entreprise qui paye les impôts. Parce que vous voyez, la justice sociale, elle est différente selon le point de vue le point de vue des uns et des autres. Si je travaille de l'argent, Jean-Baptiste Atemengue, pour la petite histoire, je vais tout faire pour que j'en paye moins. Celui qui va bénéficier de la redistribution de ces impôts trouve juste d'en bénéficier et que j'en paye plus. Donc c'est mieux d'équilibrer le débat. Je vous en prie. Et pour les besoins de la cause, on a invité Isaac Bissala, qui est à la fois représentant des employés, mais également des employés. Voilà, l'entreprise, effectivement. Donc, vous pouvez comprendre ce pourquoi il est là. Et donc, est-ce que pour les entreprises... Si les juges est parti des deux côtés, alors je comprends. Non, je ne suis pas de l'entreprise. On dit que vous êtes juge parti. Non, je suis pas de l'entreprise. Bien entendu. Est-ce que c'est un moment important pour le représentant des entreprises que vous êtes? Très bien. Alors, moi je crois que le camarade Atemengue a touché... Vous avez dit camarade? Oui, c'est un camarade. Il est syndiqué? Il est syndiqué alors? Les syndicalistes s'appellent camarades. Je suis aussi un travailleur, je suis un salarié. Et au RDPC, nous nous appelons aussi camarades. Bon, donc, il est doublement camarade à la fois pour le syndicat et pour le parti politique, le RDPC. Nous sommes tous camarades. Il a touché un point très pertinent. Parce que lorsque nous parlons du budget, lorsque nous sommes réunis ici, il faudrait d'abord qu'on essaie d'en débattre d'abord sur les recettes fiscales et après maintenant sur les dépenses. Il a touché un point que nous disons au niveau, par exemple,
de l'entreprise, ce qui tue l'impôt. Il y a 3 choses qui tuent l'impôt. 3 choses, dont les recettes. Et nous avons d'abord le problème des fraudes. Des fraudes fiscales. Effectivement. Ça, c'est le sport préféré des Camerounais. Voilà. Nous avons des nationaux. Et là, vous mettez le grabuge sur les Camerounais, les nationaux qui ne payent pas bien l'impôt, parce que mal payé, c'est aussi payé en retard. Il y a des sociétés de multinationales. Alors, les multinationales recrutent souvent des grands experts fiscaux pour pouvoir les amener à payer moins d'impôts en bénéficiant comment je peux appeler ça, des failles de la législation. Ça veut dire qu'il y a des entreprises ici, des multinationales, qui sont seulement là pour aller voir les failles de la législation pour essayer de voir exactement comment ne pas payer des impôts. Il y en a des failles? Si, il y en a des failles. Donc, c'est comme ça, ces gens-là ne paient pas les impôts. Il y a aussi ce problème de la dette publique. Il faudrait vous dire ici que depuis un certain temps, pas seulement le Cameroun, d'autres pays, vous entendez parler des crédits des e-banques. Le problème que je pose, c'est que les pays vont s'endetter dans certains pays et cet argent ne rentre pas dans le pays. Ça veut dire qu'il ne tombe pas dans les mains des investisseurs nationaux. Et ce qui fait en sorte que cette dette-là, oui, peut-être vous ne le saviez pas, mais oui, par exemple, je vais vous dire comment ça se passe quand nous allons emprunter chez Exim Bank China. Bon, les Chinois nous imposent que c'est leur société qui doit venir travailler au Cameroun. Alors, leur société arrive donc avec le matériel et tout, et vont nous construire pratiquement tout ce que vous voyez, les barrages et tout ça là. Mais à chaque fois que la société a fini de travailler, il y a le maître d'ouvrage qui signe le papier ici et qu'on renvoie en Chine, on débite le compte de Cameroun pour créditer le compte de la société. Donc, ce qui fait qu'en réalité, l'argent ne rentre pas ici pour faire tourner l'économie. Donc, il y a ce problème de la dette. Il a aussi touché quelque chose de très important. Vous savez, il y a les intérêts. Les intérêts de ces crédits-là, de la dette extérieure-là, font en sorte que c'est un poids. C'est un poids pour les recettes fiscales. Au lieu qu'on utilise cet argent pour pouvoir essayer de faire des activités économiques pour que le pays se développe, on passe le temps à payer ces intérêts. Donc, et nous avons encore une chose, les exonérations. Je crois que lorsque vous lisez la Banque mondiale ou bien le FMI, vous allez trouver, par exemple, que ce sont ce problème-là que le FMI soulève, les exonérations. Alors, vous avez ici, il faut vous dire, dans les hommes politiques, de tous les bords, ne les voyez pas là, à Temeng et Noah là, ils font ici comme s'ils ne s'aiment pas. Mais ils se retrouvent quelque part. Ils se retrouvent où? Ils se retrouvent quelque part. Où donc? Dans les exonérations. Les hommes politiques vont souvent, vous les voyez là, ils disent, je suis membre du comité central, je suis secrétaire général dans tel parti de ceci, cela. Et en fait, ce sont de ces hommes d'affaires qui vont demander à l'État toujours des exonérations. Et on exonère. Et lorsqu'on vous exonère, ça veut dire que l'argent ne rentre pas. Parce que l'implémentation du budget de l'État, si vous n'avez pas de recettes, parce que vous dites toujours qu'à la fin, vous avez posé une question là, si vous n'avez pas de recettes, vous ne pouvez pas couvrir votre budget. Bien entendu. C'est pas si vous comprenez. L'exécution sera rendue impossible. Il faut tout faire. Il faut amener tout le monde à payer les impôts. Il faut que tout le monde paye. Nous avons des fois des lettres qui circulent et qu'on voit où les gens écrivent au ministère des Finances et au directeur des impôts, essayer de donner des facilités. Non, il n'y a pas question de facilité. Et d'ailleurs, je vais vous dire que nous, les travailleurs, à un moment donné, nous demandons aux travailleurs, parce qu'il y a ce qu'on appelle aujourd'hui dans certaines entreprises, on fait ce qu'on appelle le listage. Le listage, ça veut dire qu'on amène le personnel à ne pas payer les impôts. Alors nous avons demandé... Vous le faites au quotidien, vous les syndicats? Non, je dis ce sont les entreprises qui le font, surtout les multinationales. Les multinationales, elles le font. Alors nous avons demandé aux travailleurs, il est hors de question qu'on amène le travailleur à ne pas payer les impôts. Au fur et à mesure que vous refusez de payer les impôts, il faudrait que les gens le sachent. Nous n'aurons pas de routes, nous n'aurons pas de lumière, nous n'aurons pas de ceci, cela. Nous n'aurons pas des écoles. Nous n'aurons pas des écoles. Donc il faut payer des impôts. Mais maintenant, si on paye des impôts, il faut plutôt que les syndicats soient forts pour que les salaires soient augmentés. Notre job, c'est que les salaires soient augmentés.
Donc, au fur et à mesure que les salaires sont augmentés, il faudrait qu'on paye les impôts. Donc, il faut d'abord qu'on paye, tout le monde paye les impôts. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, Roger Justin Noir, il pose un problème un peu plus fondamental. Les Camerounais ne payent pas les impôts. Je voudrais être ce que vous les payez au quotidien. Mais pour revenir un peu à ce lancement en termes d'exécution du budget 2020, on a déjà constaté avec tout le monde sur ce plateau qu'il y a certains qui ne s'arriment pas effectivement à l'effectivité de la loi. Mais cette année, c'est un contexte particulier. Il y a l'entrée en vigueur de ce texte qui a été voté à l'Assemblée nationale à l'occasion d'une session extraordinaire, après une session ordinaire. La question que je voudrais vous poser, c'est, avant de rentrer de plein pied, comment est-ce que cela va s'harmoniser en termes d'un texte qui a précédé un autre qui est plus important en termes justement d'implémentation du budget 2020. Comment est-ce que vous entrevoyez l'implémentation du budget avec ce nouveau texte portant Code général des collectivités territoriales décentralisées? Bien, je voudrais d'abord, pour la gouverne de nos téléspectateurs, rétablir la vérité. Tout à l'heure, il a fait croire que, effectivement, en termes relatifs, il y avait augmentation de la part du budget d'investissement. Il a parlé de 38 milliards de francs CFA, comparativement aux 8 milliards qui étaient... En 2019, le budget d'investissement, je pense, était de 1327,1 milliards de francs CFA. En 2020, il est de 1347 milliards de francs CFA. Ça veut dire que sur une valeur absolue, c'est une augmentation de près de 20 milliards. Mais ce qui est important, c'est la valeur relative, le pourcentage. Là, lorsque l'État lui-même prend un engagement ferme devant le peuple, il dit « je vais jusqu'à l'horizon 2022 faire en sorte que le budget d'investissement représente au minimum 30% du budget global et qu'on constate plutôt que d'année en année, cette valeur relative est en train de chuter. Ça veut dire que il faut constater clairement qu'en 2019, le budget d'investissement représentait 27,4% de l'enveloppe globale. Et il faut constater aussi qu'en 2020, ça représente effectivement 27,2%. Ce n'est pas nous qui avons fait ces calculs, c'est eux-mêmes là-bas. Donc, ça veut dire que, quel que soit l'angle sur lequel il veut prendre ça, ce que je veux que les experts comprennent, c'est que le gouvernement a promis dépenser davantage d'argent afin de mettre en place des infrastructures qui permettent une amélioration des conditions de vie. Les routes, les hôpitaux, les écoles, etc. Mais on se rend compte que l'argent, les fonds que l'État veut mettre à la disposition pour les infrastructures consorts baissent d'une manière globale en termes de pourcentage du budget global. C'est de cela qu'il s'agit. Il ne faut pas qu'il... Est-ce qu'on ne doit pas tenir compte de l'enveloppe globale qui elle-même est en baisse? Oui, l'enveloppe globale est en baisse. Pourquoi est-ce que l'enveloppe globale est en baisse? Il faut se poser la question. C'est la conséquence d'une mauvaise politique économique. C'est la conséquence de tous ces détournements. Il faut dire que le budget global 2019 était de plus de 500 000 milliards. Quand on ajoute tout ce qu'on a, les rallonges tout au long de l'année. Donc ça veut dire que la dépense publique n'est pas rationalisée. C'est ça le problème. On dépense bêtement, je peux dire, l'argent des Camerounais pour des festivités à la présidence de la République, pour les réjouissances dans les ministères, etc. C'est de ça qu'il s'agit. Pendant que je suivais un reportage ce matin, dans les hôpitaux, dans les régions reculées, on n'a pas d'infirmiers, on n'a même pas du matériel de travail. Notamment, je suivais un reportage sur l'hôpital du district de l'Ire-Fomo, qui est complètement dénudé. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a même pas de laboratoire. Il n'y a absolument rien. Bon, pendant ce temps, on dépense de l'argent, on achète de gros cylindrés, au lieu de mettre l'argent dans les infrastructures qui permettent l'amélioration des conditions des populations. C'est cela qu'il faut dire, le message qu'il faut porter aux Camerounais. Peut-être qu'il faut également noter que le ministre en charge des Finances, Luc Moutazi, a signé le 31 décembre, vous avez parlé de la dépense liée effectivement à l'acquisition des véhicules administratifs, qu'il a signé un texte pour mieux contrôler le 31 décembre dernier. Vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas la première fois qu'on signe un tel texte. Vous vous rappelez, il y a plusieurs années, on est même passé à faire l'inventaire, saisir des véhicules de l'État sur la voie publique, mais ça n'a rien donné. Et ça, c'est la fourberie. D'autant, de la même manière qu'on est en train de tromper les Camerounais en parlant de la baisse, n'est-ce pas, de la masse salariale de l'État, alors que tout le monde sait d'où partait le magot au ministère des Finances. On reviendra vers vous tout à l'heure. Réaction de Jean-Baptiste à Temengue. J'ai voulu convoquer le contexte particulier de l'exécution de ce budget. Il y a ce code général portant sur les collectivités territoriales décentralisées qui a suivi l'adoption de la loi des finances. Comment est-ce qu'on peut harmoniser tout cela? Alors,
Je crois que c'est très difficile de débattre avec, j'ai dit, des gens qui sont hors des institutions, qui sont dans le maquis politique et tout. C'est bien de faire du populisme, mais il faut le faire sur la base de la vérité. Vous êtes malhonnête surtout. L'ordonnance du chef de l'État numéro 2019-001 a fait porter le budget de l'année dernière de 4 850 milliards à 5 212 milliards. Dans les 5 212 milliards, il y avait exactement pour l'investissement 1478 milliards. Cette année, cet exercice, ce budget est passé à 1496 milliards, donc soit 18 milliards,3 d'augmentation. Donc, quels que soient les calculs mathématiques que vous avez faits, la valeur relative augmente forcément parce que, d'une part, le quotient, c'est-à-dire le budget global a diminué. Donc, je ne vois pas comment la valeur relative peut, je n'ai pas de calculatrice, peut augmenter. Le but de cette année, c'est 1347 milliards, s'il vous plaît. Non, je ne sais pas où vous avez pris ça. C'est 1400. Moi, je me pose des questions. Alors, mes chiffres sont du directeur général du budget, celui qui les a préparés. Vous n'avez jamais travaillé à la direction. C'est le directeur général du budget qui les a préparés. Voici son interview à Cameroun. Moi, je ne suis pas là-bas. C'est le directeur général qui le dit. Alors, vous avez les chiffres et les histoires du quartier. Vous me perdez du temps. Vous me perdez du temps. Deuxièmement, pour les collectivités territoriales décentralisées. Effectivement, la loi et d'abord, le grand dialogue national a prévu un certain nombre de choses. Et ensuite, vous avez évoqué la loi sur les collectivités territoriales décentralisées. Le même directeur général du budget et donc le gouvernement, parce qu'il parle au nom du gouvernement, a prévu une dotation spéciale. D'abord, pour l'achèvement de la mise en place des institutions, c'est-à-dire les élections des conseils régionaux, et la mise en place de ces conseils régionaux qui vont coûter cher, un peu plus cher au nord-ouest, sud-ouest, puisqu'il y a eu un statut spécial avec plusieurs chambres et plusieurs institutions spécifiques. Et pour ce qui est des transferts qui existaient déjà dans le cas des transferts de compétences aux mairies, l'enveloppe budgétaire là aussi augmente, c'est-à-dire, je crois, de 6 milliards, pas de je crois, c'est ce que j'ai noté, toujours de la bouche du directeur général du budget. Et ensuite, la fiscalité dédiée déjà, c'est-à-dire les taxes foncières, les centimes additionnels, tout cela augmente aussi et sera de 140 milliards pour les mairies. Donc, je pense que toutes ces prévisions sont de nature à rassurer. Autre chose, il y a aussi l'amélioration au niveau des procédures pour faciliter le décaissement. Vous avez vu lors du grand dialogue national, les maires se plaignent des difficultés qu'ils ont à décaisser ou à exécuter les compétences transférées. Là aussi, il y a une fluidité et il y a un compte séquestre qui sera ouvert au niveau du trésor public pour garantir la disponibilité de la trésorerie destinée aux collectivités territoriales décentralisées. Donc, je pense que ce qui est prévu est rassurant pour qu'on fasse un pas de plus, parce que le plus important, c'est d'avancer. Ce qui ne va pas marcher sera amélioré. C'est ça la réalité politique. Ce n'est pas de faire des discours, de mentir, de déserter. Quand il faut faire même le travail politique, d'aller aux élections, on déserte, mais on vient se placer là pour raconter des choses qu'on ne maîtrise pas. Vous ne pouvez pas maîtriser si vous n'avez pas de députés. Donc, si vous mentez il y a autant avec un seul député, j'imagine, quand vous n'aurez pas de députés à l'Assemblée nationale, ils vont mentir deux fois. Vous allez raconter n'importe quoi pour faire du populisme, mais pour faire du populisme, il faut au moins partir sur des bases sérieuses. Très bien. Issa Bissala, Roger Justin Noir, vous allez prendre la parole tout à l'heure. Je voudrais de la donner à Isaac Bissala. Vous avez entendu tout à l'heure, il y a des dispositions qui sont prises pour qu'il y ait plus de fluidité en termes de déblocage des finances par les collectivités territoriales décentralisées. Je commence par les maires, dont les conseils exécutifs, et la situation va aller s'améliorant. Est-ce à dire, selon vous, avec cette nouvelle loi de finances, on parle de 15% à peu près en termes de ce qui doit revenir à ces collectivités territoriales décentralisées. Est-ce que les maires, pour ne prendre que cet exemple-là, ne vont plus se plaindre des préfets et des gouverneurs qui étaient un peu leur blocus, qui constituaient leur blocus par rapport à l'exécution du budget et donc à ce que l'investissement prenne corps et que les populations locales se sentent à l'aise? Moi, je dirais que oui, Tansi, parce que jusqu'à ces jours-ci, tout est sur du papier. Tout est sur du papier. Et nous attendons qu'on vienne nous dire concrètement comment cela va se passer.
parce que nous, on a des inquiétudes. Le Cameroun, c'est le Cameroun. C'est pas moi qui ai dit ça. Qui l'a dit? C'est quelqu'un du Cameroun qui l'a dit. Alors, le problème que se pose aujourd'hui, quand je discute avec des maires, les maires sortants, bon, il faut d'abord qu'on attende d'abord que les élections finissent, avec les maires entrants. Quand vous discutez avec les maires qui sont là actuellement, eux-mêmes ne voient pas exactement la procédure. Personne ne maîtrise la procédure. Comment l'argent va arriver dans les caisses des communes. C'est parce que vous comprenez. Parce que nous avons ici, c'est un texte ici, on a dit, pour la santé, il faut que ce soit 15% du budget. Pour la santé, quand même 15% du budget. C'est écrit quelque part. Mais malheureusement, nous ne voyons pas les 15% qui vont pour le budget. Donc, le problème qui se pose aujourd'hui, il faudrait qu'on essaie de voir, et surtout, il faudrait qu'il y ait des séminaires. Ce qui est très important, lorsque nous finissons comme ça, il faudrait que le ministère des Finances essaie d'inviter les syndicalistes que nous sommes, parce que le plus souvent, nous demandons au gouvernement de nous impliquer dans beaucoup de moyens, parce que nous sommes là pour la population de Cameroun, de nous impliquer pour qu'on essaie de voir les acteurs. Mais Isaac Bissala, vous n'êtes ni maire, ni sous-préfet, ni préfet, ni gouverneur. Nous avons des travailleurs qui sont dans les communes. Nous avons des travailleurs qui paient des impôts. Cet argent, ce n'est pas l'argent des maires, des préfets, des sous-préfets. C'est l'argent que cotisent les Camerounais. Donc, dans la gestion transparente, il faut qu'on essaie de mêler les syndicats, parce qu'on est dans la décentralisation. Je crois que les syndicats aussi doivent avoir un œil sur la décentralisation. Donc, il faudrait qu'on lui dise effectivement... Bien entendu, hein, vous avez... Mais nous ne posons pas, ce n'est pas le problème d'argent. Je le dis et je le répète encore, ce n'est pas le problème d'argent. Demain, on peut même prendre tout cet argent-là, si on arrive à récupérer, à recevoir cet argent. Il faut d'abord que cet argent rentre dans les caisses. Et effectivement, l'un des problèmes qui a souvent été posé, c'est que vous, les syndicats, n'avez pas assez formé les employés sociaux, et donc on estime qu'ils sont manifestement incompétents pour gérer d'autant de biens en termes de ressources financières. Non. Si demain on me demande d'envoyer un expert, je prends Atemengue qui est là. Je prends Atemengue, je dis Atemengue va nous représenter dans telle réunion. Ce n'est pas des gens qui nous manquent. Jean-Baptiste Atemengue est-il syndiqué à l'UGTC? Ce n'est pas qu'ils sont 5 travailleurs. Parce que quand vous parlez des syndicats, vous parlez seulement comme ça. Là. Le syndicat, ce n'est pas un autre monde. Le syndicat, on appelle ça le monde du travail. Donc quand j'ai besoin, dans des réunions de la Banque mondiale, de FMI, tout ça, là, quand j'ai besoin d'un représentant, je prends un camarade comme Atemengue qui s'y connaît, et puis je dis, va représenter le syndicat dans telle réunion. Donc nous avons des gens qui sont dans des communes, nous avons des gens qui travaillent un peu partout, nous avons des syndicats un peu partout. Lorsqu'on va nous demander, venez voir comment les mairies vont être gérées, nous avons des syndicats des communes, nous allons envoyer nos camarades qui ont des compétences sur la gestion des communes. Ce n'est pas Bissala, parce que ce n'est pas Bissala qui doit être partout. Donc je dois envoyer quelqu'un qui doit être là et voir exactement comment vont fonctionner les communes. Mais je vous pose, l'inquiétude que nous avons là aujourd'hui, on n'est pas en train de voir comment les ressources humaines des communes, personne n'est en train de voir exactement comment faire pour qu'il y ait de la compétence dans des communes. Jusqu'à un moment donné, on recrutait, chaque maire recrutait les frères et les sœurs. On n'a pas recruté en fonction des compétences. Maintenant que nous allons envoyer l'argent, maintenant que le travailleur, le citoyen doit savoir maintenant que si j'ai des problèmes, je m'en vais voir le maire, alors il faut immédiatement avoir dans des communes des compétences. Et là, personne ne lui dit comment ça va se passer. À quel moment ces communes vont commencer à recruter des compétences? Qui va envoyer des compétences dans ces mairies-là? Puisque maintenant, c'était encore des mairies qui fonctionnaient. Donc voilà. Justement, on va réagir. Mais Jean-Baptiste Atemengue, il pose là un problème. J'ai envie d'estimer que c'est un problème pertinent. Que va être l'exécution de ce budget parallèlement à ce texte portant Code général des collectivités territoriales décentralisées? Quel sera le point de jonction? Alors, d'abord, je trouve souvent anormal, il faut repréciser, d'opposer les préfets, sous-préfets aux maires. Les mairies, c'est l'État. Les mairies, c'est l'État, décentralisé, mais c'est l'État. Et le préfet représente le chef de l'État, et donc la mairie est sous sa tutelle.
Alors, la nouvelle loi de finances, par exemple, a permis que dans la lettre circulaire, par exemple, que le ministre des Finances a signé, j'ai retenu, par exemple, une facilitation qui va aider les maires à exécuter rapidement, par exemple, les budgets transférés aux mairies. Lorsque les cartons arrivaient au niveau des mairies, cartons liés au budget d'investissement prévu dans ces communes, avec des erreurs matérielles, ces cartons étaient obligés de revenir dans les services centraux pour corriger, annulation et correction pour émission d'un nouveau carton. Désormais, ça ne va plus se passer ainsi. Les cartons seront justement corrigés au regard de la loi de finances par le préfet avec le ministère, la représentante du ministère technique, d'où est venu le transfert de compétences, et le maire. Donc, c'est une avancée significative. Voilà, donc les préfets sont là, ce n'est qu'un exemple, les préfets sont là pour faciliter le processus de décentralisation, il ne faut pas les opposer, ce sont les préfets qui représentent l'État et qui sont là pour mener à bien la politique voulue par le chef de l'État. Il ne faut pas les opposer, les mairies ne sont pas hors de l'État. Pour ce qui est autre chose, parce que j'ai été perturbé par M. Noir tout à l'heure. Vous avez dit perturbé? Oui, puisqu'il m'a ramené à autre chose. Sur l'incivisme fiscal, je ne suis pas totalement d'accord avec ce que le camarade Bissal a dit, c'est-à-dire que les multinationales, on a tout fait de les accuser. Mais je peux vous dire que au niveau fiscal, les multinationales sont ceux qui, en tout cas les entités économiques, qui se rapprochent du civisme fiscal attendu. Les recettes fiscales au Cameroun sont le fait à 75% des filiales des multinationales. Vous avez dit 75%? 75% à peu près. Je n'ai pas le sujet, mais c'est à peu près ça, dans l'ordre des grandeurs. Et dites-vous donc que toutes les activités que mènent les Camerounais, beaucoup se fait dans l'informel. Ceux qui se font même dans le formel, comme M. Bissal a dit, beaucoup s'arrangent à ne pas payer ce qu'ils doivent payer. Parfois, les plus forts payent moins ce qu'ils doivent payer, les plus faibles, parce que le boutiquier ne peut pas aller négocier avec le directeur général des impôts, paye plus en termes de proportion. Donc, l'incivisme fiscal est d'abord camerounais. Si vous allez même plus loin au niveau des cotisations sociales qui intéressent les syndicalistes, vous verrez que les plus à jour, ce sont les multinationales. Les Camerounais ne déclarent pas leurs salariés, ne se soucient pas de leur santé à la CNPS ni de leur pension retraite. C'est là où il y a le plus de problèmes. Donc moi, je voudrais corriger cet aspect-là. Il ne faut pas... En fait, une réaction avant de donner la parole à Justin Noah. Je n'ai pas dit que les multinationales... On enlève, voilà. Pour ne pas payer aussi. Je n'ai pas dit que les multinationales ne paient pas. Mais j'ai dit que les multinationales s'arrangent à payer moins d'impôts. En faisant ramener la structure nationale pour venir travailler au Cameroun. Roger Justin Noah, qui dit exécution du budget, dit aussi marché public. On a vu la presse cette semaine qui parlait du département du Noun en termes d'exécution du budget d'investissement public et donc des marchés publics qui était très réduit. À quoi cela est dû à chaque fois? Bien, je voudrais d'abord dire que, comme d'habitude, le RDPC se trompe de chiffres. Ils font volontairement des erreurs de mathématiques ou arithmétiques, comme ça a été le cas lors des élections présidentielles, où ils sont arrivés à monter de faux résultats pour arriver à 100,48% de pourcentage total. Vous avez dit 100,8%? 100,48%. Ça, c'est la somme totale de pourcentage sortie, n'est-ce pas, des résultats publiés par le Conseil constitutionnel lors des élections présidentielles. Alors, comment est-ce qu'on peut être à un taux de participation de 100,8%? C'est-à dire qu'on a dépassé la moyenne. Pas le taux de participation, ça c'est la somme des pourcentages des votants par candidat. Oui, ils sont arrêtés, 100,38%. Ça veut dire qu'en voulant forcément tricher, ils se sont trompés les chiffres. Comme tout à l'heure, lorsqu'ils veulent tromper le peuple pour dire qu'ils ont augmenté, n'est-ce pas, il y a eu augmentation en pourcentage du BIP par rapport à l'année dernière. Il sait effectivement que c'est faux. Mais revenons à ma question. À votre question. La commande publique est un véritable problème dans ce pays, du fait de la corruption qui est le résultat
d'une politique du gouvernement qui, par là, tente de se maintenir au pouvoir en permettant aux autres de se remplir les poches contre, n'est-ce pas, l'intérêt général. Bénéficier de la commande publique. Contre l'intérêt général. Mon président national n'a jamais eu un marché public. Le tien a bénéficié d'une commande publique. S'il avait bénéficié d'une commande publique, s'il avait voulu l'argent, je pense qu'il serait en prison. Parce que pour vous, non, il n'a jamais bénéficié. Il n'a jamais bénéficié. Vous savez, il faut faire la différence. Je vais vous apprendre quelque chose. Il faut faire la différence entre la personne physique et la personne morale. Mais c'est son entreprise. Quant c'est la personne physique. Brainstorm, c'est la personne morale. Faites au moins la différence. Non, faites au moins la différence. Faites la différence, monsieur. Faites la différence entre la personne physique et la personne morale. D'accord? La personne morale. Non, faites la différence. C'est pas ça le problème. Vous n'avez même pas à faire la différence entre la personne physique et la personne morale. Quand on n'a jamais pris un rond. Voilà. S'il avait pris un seul rond, il serait en prison aujourd'hui. Lorsqu'on sait, n'est-ce pas, l'acharnement de votre gouvernement lorsque ça concerne Kamto. D'ailleurs, tout le monde sait que ça vient en danger. Il a lui-même dit lors d'une conférence de presse. Donc, cela dit, parlons de ce qui nous intéresse. Donc, je disais, marché public, je veux dire, exécution du budget, cela signifie aussi exécution du budget d'investissement public qui lui-même induit les marchés publics. Pourquoi est-ce qu'on est souvent à un taux relativement bas? J'ai pris l'exemple du Noun, le département du Noun, dont on dit qu'il est quelque peu en retard dans l'exécution du budget public. Non, il faut dire, par exemple, là, je crois qu'il ne va pas me démentir encore, au 30 juin de l'année passée, on était à un taux d'exécution, je pense, de 42,37%, en baisse de 10% par rapport à 2018. Et pourquoi ça aide ailleurs, dans certaines zones, on était à moins de 40% d'exécution du budget. La cause, justement. Oui, la cause est simple. Parce qu'on est parti pour l'exécution du budget 2020. La cause est simple, c'est la malgouvernance, c'est la corruption. Parce que chacun veut dire, lorsqu'il faut exécuter par exemple le budget d'investissement, chacun veut en retirer un profit individuel. Lorsqu'il n'a pas encore retiré ses profits individuels, il bloque le processus. C'est de cela qu'il s'agit et ça décourage les opérateurs économiques qui ne veulent pas continuer à s'endetter afin de pouvoir réaliser la commande publique et ne pas pouvoir entrer en possession de l'argent parce qu'il faut donner 10%, 20% à tel percepteur, à tel TPG. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, tout se résume à la corruption qui est la conséquence, n'est-ce pas, d'une mauvaise politique. Et je pense que c'est devenu en fait quelque chose qui permet au régime actuel de se maintenir au pouvoir. C'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas la vie de Jean-Baptiste, mais peut-être vous allez... Oui, une minute, je voulais donner la parole à Isaac Bissala. Oui, l'analyse, son analyse est totalement illogique. Quand les gens sont corrompus, et il y a effectivement la corruption dans les marchés publics, leur intérêt est de tout exécuter pour avoir leur part. Ils font face à la résistance des hommes d'affaires. C'est ça le problème. Ils font face à la résistance des hommes d'affaires qui ne veulent pas continuer à corrompre. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça la vérité. Qu'est-ce qui trouve toujours l'entente? Et l'homme d'affaires et les fonctionnaires qui ont un intérêt à avoir une part dans le paiement de ce marché public ont tous intérêt à ce que ça soit... Mais le problème, c'est l'homme d'affaires qui ne peut pas continuer à jouer ce jeu-là. Parce qu'il dépense de l'argent inutilement. Vous êtes parti sur une mauvaise hypothèse parce que vous... Non, c'est une hypothèse majeure, la corruption. C'est une hypothèse majeure. Tout à l'heure, des erreurs matérielles. Si un carton mal écrit ou mal libellé doit retourner pour annulation et revenir pour exécution, vous voyez qu'on perd 6 mois. Mais tout cela ne peut pas expliquer un tel taux. Autre chose que les experts avancent, effectivement, c'est le niveau de maturité des projets. Il est évident que si le projet n'est pas mature, c'est plutôt ça. C'est plutôt ça dont se plaignent le plus les entrepreneurs. C'est pour ça que j'ai dit que lors de ces débats, au lieu de prendre un populiste comme lui, il faut un entrepreneur qui vous dise pourquoi. Je suis mon entrepreneur. Je n'arrive pas à réaliser. C'est un entrepreneur, Jean-Baptiste. Donc je sais de quoi je parle. Qu'il est un entrepreneur. Donc son président national a eu un marché public, mais c'était... Non, mon président national n'a jamais eu de marché public. Non, il n'a jamais eu de marché public. C'était une prestation. Faites la différence entre la personne physique et la personne morale, monsieur. Ça revient. Non, ça ne revient pas même. C'est pas la même chose. Pour vous, c'est la même chose. Mais pour nous, c'est pas la même chose. Quand je parle de marché public, vous avez vu une personne physique qui gagne un marché public? Ce sont des personnes morales, mais ce sont des entreprises. Oui, ce sont des entreprises, mais donc sont propriétaires des personnes. Non, il y a des personnes physiques qui gagnent des marchés. Vous ne le saviez pas? Non, moi je ne sais pas. Donc voilà. votre personne, allez vous renseigner. Votre patron politique est un entrepreneur, a été, je crois qu'il est toujours, s'il a des actions là-bas, et il a gagné des marchés publics.
C'était des prestations intellectuelles, donc... Le marché qui a été gagné par Brainsword, ça a été réalisé. 85 millions de francs CFA. On en parlera pas ce soir. Mais c'est pas de ça qu'il s'agit. Le président national n'a jamais gagné un marché public, n'a jamais eu d'entreprise. C'est pas un homme d'affaires. Parce qu'il a tout l'argent du pays à dépenser. Le mien n'est pas un homme d'affaires. Ok. Très bien. Oui, Merci pour la parenthèse, Jean-Baptiste Satemengue. il faut répondre à cette question. Oui, il faut bien qu'on réponde. Je suppose elle était pertinente. Je vous en prie. Voilà. Il faudrait dire ici que nous n'avons pas au Cameroun une banque de développement pour pouvoir soutenir les hommes d'affaires camerounais. Les banques commerciales que nous avons ici ne peuvent plus faire des crédits à long terme. Donc, il nous faut une banque de développement dans ce pays. Parce Il y a quand même la banque des petites et moyennes entreprises qui a été créée, qui est alimentée. Elle n'a pas suffisamment de financement. Il nous faut une banque de développement. Mais c'est celle-là qui aura seulement le financement. S'il vous plaît. Moi, je ne suis pas dans le débat politico-politicien. Moi, je suis dans un autre débat économique. Alors, il y a ce problème-là. Le problème aussi, je vous ai dit ici que lorsque les c'est un problème très important parce que si les entreprises n'ont pas la surface financière, elles ne réalisent pas. Et beaucoup de chantiers sont arrêtés. Simplement, c'est parce que l'État lui-même était mauvais payeur. Les syndicalistes semblent mieux connaître l'économie. Non, l'État était mauvais payeur. Donc, quand on va s'endetter, il n'arrive pas à pouvoir payer sa dette. Et puis, j'ai dit, je peux continuer, s'il vous plaît. Je vous en prie, continuez. Deuxièmement, je vous ai dit ici que lorsque les recettes ne tombent pas dans les caisses de l'État, vous savez, il y a un problème de paiement. Vous savez, il y a eu un débat de 90 jours de paiement des factures. Et même là, l'État n'a pas, à un moment donné, pu respecter les 90 jours. Alors, lorsque vous ne respectez pas les 90 jours, alors qu'une société est allée prendre l'argent dans une banque commerciale qui a donné à charge pour elle crédit, de rembourser, donc ça va, les intérêts vont augmenter. Et puis, à un moment donné, quand vous ne payez pas, cette banque commerciale ne peut pas vous faire des rallonges. Donc, le problème qu'il faudrait qu'on essaie de voir exactement comment l'État, dans tous les pays du monde, il y a la banque de développement. Ce qui veut dire que quoi? Ce qui veut dire que lorsque quelqu'un gagne un marché au niveau de l'État et qu'il a les cartons dont parle Atemengue, je m'en vais vers cette banque d'État de développement parce que c'est ça qui va développer le pays. Je présente les papiers, immédiatement on m'accorde. Et ce qui veut dire qu'on peut même vous donner les sommes que vous demandez. Et vous n'allez plus à la banque, vous n'allez plus là-bas au ministère des Finances pour faire quoi que ce soit. Lorsque l'argent est là, l'État verse seulement à la banque et paye seulement les dettes. Et c'est comme ça qu'on peut arriver à le faire. Parce que quand vous parlez par exemple de Noun, il faut d'abord que vous parlez de la mairie de Fumban, de quoi vous parlez. Il faut d'abord voir que le receveur des finances là-bas, lui reçoit combien, quelles sont les recettes. Parce que le problème, c'est ça aussi. On peut vous payer partout, même au niveau de votre receveur de finances, de votre localité, on peut vous payer. Mais s'il n'y a rien qui tombe dans les caisses de finances, vous allez faire comment? Donc, il y a un problème aujourd'hui, il faut bien qu'il y ait un sérieux. Et quand nous sommes assis comme ça, j'aimerais aux hommes politiques de laisser un peu le débat des partis politiques, qu'on essaie de dire ce qui se passe pour notre pays, pour le développement de notre pays, chacun en fonction de cette logique. Ils parlent de leur parti, c'est pas de leur parti. Il faudrait que, économiquement parlant, lorsque... Non, vous voyez là, depuis là, le président a fait ceci. Non, c'est pas ce qui nous intéresse ici. Le problème, c'est du sérieux. Il faudrait que le Cameroun se développe. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, nous avons des difficultés. Il faut que le Cameroun, nous avons des difficultés financières. Ce qui veut dire que nos caisses de l'État ne sont pas à jour. Donc, il faut d'abord qu'il y ait d'abord le civisme. Ce que nous appelons le patriotisme, là. Les gens pensent seulement le patriotisme pour faire l'émotion de soutien. Non, ce n'est pas ça. Il s'agit de venir verser dans les caisses de l'État pour que le pays se développe. C'est de ça qu'il s'agit. Donc nous avons des difficultés aujourd'hui au Cameroun. Alors, je voudrais dire aux Camerounais de payer leurs impôts, c'est votre message. Oui. Très bien. Et payons. D'ailleurs, la démocratie a d'abord été censitaire, c'est-à-dire que seuls ceux qui paient les impôts avaient le droit de participer à l'élection. À la vie politique. D'ailleurs, on est citoyen parce qu'on contribue à la vie de la nation et donc on a le droit de demander des comptes. Mais si vous ne payez aucun impôt,
vous voyez que c'est une faveur qu'on vous accorde de vous autoriser à payer. Même les Européens n'ont pas commencé là, au suffrage universel. J'ajoute à Jean-Baptiste Atemengue qu'à l'époque, l'État se définissait comme tel, hein, c'est-à-dire par l'exclusivité du paiement des impôts dans ces caisses, mais également par l'armée. En tout cas, c'était les deux critères. Ce sont les trois devoirs régalés, hein, voilà. Justice, impôts et sécurité. Alors, Roger Justin Noir, pour revenir un peu pour avancer dans le débat, je voudrais qu'on évoque la ligne qui est nommée dépenses publiques. Est-ce que vous avez l'impression qu'au regard de ce dont on a parlé, les détournements de fonds publics, parfois il y a eu des rallonges en termes de dépenses dans le cadre de l'exécution du budget, tantôt il y a eu diminution. Est-ce que vous avez l'impression que là, la dépense publique est complètement maîtrisée? C'est un effort qui est consenti au quotidien par le gouvernement de la République, mais peut-être qu'il faut encore faire autre chose. Non, là, on ne peut pas dire que la dépense publique est maîtrisée. Oui, certes, on reconnaît qu'il y a quelques efforts qui sont faits, mais on n'a pas encore les résultats escomptés, puisque on continue à dépenser abusivement l'argent public. Je vais vous dire, on a vu, n'est-ce pas, le ministère des marchés publics qui a retiré certains maires du processus de la commande publique. Ça a été le cas, par exemple, je parle de ce qui me concerne, par exemple, le cas du maire de Pepdaran Adéquié, et ainsi que la présidente de la commission des marchés publics de ce côté-là. C'est les quelques efforts qui sont faits. Mais le véritable problème, comme je l'ai dit, c'est au niveau de la corruption. Parce que contrairement, il y a ce qu'on appelle la cause principale, il y a les causes secondaires. C'est que ici la majorité des projets, ça c'est les causes secondaires. Parce que toute la dépense publique n'est pas concernée par la majorité. C'est pas des projets. Il y a les dépenses, par exemple, de fonctionnement. Il faut acheter ceci, 5 millions, tout ça. On n'a pas besoin de maturation de projets. Parce que la maturation des projets, ça concerne les projets structurants. Alors, lorsque vous avez un marché, par exemple, de 4 millions de francs, on vous dit, bon, il faut que je vous accorde au marché, il faut que vous me donniez 1 million et demi de francs CFA. Vous l'avez vécu? Oui, bien sûr. Alors, l'entrepreneur, s'il le fait une fois, lorsqu'il va y ajouter, n'est-ce pas, la difficulté à obtenir le paiement de son marché, c'est dire la prochaine fois, il ne peut plus. Lorsque vous venez, vous dites, bon, il faut que je donne, il ne va plus le faire. Donc, la corruption, même lorsque vous regardez les projets structurants, il y a toujours ce problème de corruption, ce problème de détournement. Tenez par exemple, lorsqu'on vous dit l'année passée, on a eu à augmenter à plusieurs reprises, allonger le budget et pour soi-disant financer les infrastructures, notamment celles relatives à la CAN 2019. Et chacun sait le résultat que nous avons aujourd'hui. Nous avions des infrastructures qui ne sont pas encore terminées partout, que ce soit à Yaoundé, Douala, Garoua, rien n'est terminé. On sait que le stade, le complexe sportif à Paul Biya, à Olembe, qui devrait avoir un hôtel, centre commercial, etc., n'est réduit aujourd'hui qu'à un stade, avec peut-être un stade un terrain d'entraînement. C'est pas ça le projet initial. Et ça a déjà coûté beaucoup d'argent. Aujourd'hui, jusque-là, après avoir dépensé plusieurs centaines de millions, c'est pas encore fini. Ça veut dire qu'il y a un problème à ce niveau-là. Si vous allez à Garoua, les hôtels, c'est pas fini. Et même les routes, regardons les routes, allez voir toutes les routes qui vont à niveau du stade de Lembe. Les travaux sont aux arrêts. Pourquoi ces arrêts? Donc, c'est essentiellement la raison principale depuis qu'on a ce régime au pouvoir qui nous a promis la régularisation au début et nous avons cru. Et mal nous a pris parce que habituellement avec ce gouvernement, lorsque vous faites confiance, à chaque fois ils vont toujours vous décevoir. On se rappelle encore de l'engagement solennel pris par le chef de l'État lui-même à l'époque par l'unité qui a dit je m'engage à organiser la CAN 2019 au Cameroun, mais tout le monde sait ce que représente cet engagement aujourd'hui. Alors Jean-Baptiste Atemengue, on l'a appris, c'est une nouvelle qui a été portée par Cameroun Tribune, le quotidien camerounais à Capitole Public ce matin, la reprise des travaux sur l'autoroute Lolabé-Kribi. Cela signifie que c'était aux arrêts. Pour rentrer dans ce qu'il a dit, il y a donc souvent des projets qui s'arrêtent, d'autres pour lesquels les délais ont été prorogés, alors que cela rentre dans une loi. Cela signifie-t-il que c'est facultatif d'exécuter la loi des finances? Non, le projet la Lolabé-Kribi, je crois qu'il y avait d'autres choses que ce qu'il évoque. Je crois qu'il y a eu entre-temps signature d'une concession d'exploitation qui a facilité la reprise et la poursuite. Non, ce que je voudrais qu'on admette, c'est que c'était d'abord arrêt. Il y a eu hibernation. Oui, ça arrive. L'autoroute Yaoundé-Simalène.
ça arrive. Mais l'autoroute de Simalène a été se réalise en 2 temps. L'autoroute Yaoundé-Douala. Deuxième volet, je crois que Madame le ministre Ketcha vient de signer pour le 2e tronçon tout le nécessaire, donc ça va s'achever la partie. Alors, pour ce qui est du stade Olympe, je ne sais pas si vous avez visité le chantier, mais on n'a jamais enlevé quoi que ce soit du projet initial. Tout est incorporé dans le stade, l'hôtel et les centres commerciaux, dont le gros œuvre a été effectivement fait par la première entreprise et va être achevé complètement avec tout ce qui a été prévu. Qu'en est-ce du coup? Oui, bon, ça c'est autre chose. Mais par contre, pour ce qui est de la corruption, vous allez réagir tout à l'heure. Ce qui est de la corruption au niveau des marchés publics, ça tout le monde sait que c'est une gangrène. Là, au moins, je suis d'accord avec lui. Si on appelle les citoyens comme là à faire preuve de civisme fiscal, il est bon aussi que cet argent soit très bien dépensé et l'État a encore des marges de manœuvre. Le ministre des Finances s'est engagé à poursuivre côté salaire l'assainissement du fichier solde. Une opération qui a été lancée en 2000. Ça va se poursuivre. Voilà. Je crois qu'il faut même rendre ça permanent parce qu'en général, chaque fois qu'on fait tous les 5 ans, on revient, on voit que l'herbe sauvage a poussé et on recommence et on a l'impression que rien n'a changé. Donc, je crois que c'est la permanence de ce contrôle qui doit être de règle et je pense que c'est cette option que l'actuel ministre des Finances a choisie. Pour ce qui est des marchés publics, leur exécution, là aussi c'est évident que il y a trop de fuite d'argent. C'est-à-dire quand la valeur nominale d'un marché public est de 50 millions, si la réalisation sur le terrain final, moi j'ai un centre de santé chez moi, un centre de santé qu'on a construit, valeur nominale 50 millions, le chef chantier m'a dit que le gagnant lui a donné 15 millions pour réaliser. J'ai trouvé cela scandaleux, que sur 50 millions, en réalité... Lequel centre de santé? Le centre de santé de chez moi, d'un Kolmezap. Non, un hôpital. Mais le centre de santé de proximité, en général, ça vaut 54 millions. Si vous enlevez la TVA et les impôts, il reste au moins 45 millions qui sont mis à la disposition de l'entrepreneur. Donc, entre ces charges de personnel et tout le reste, il doit normalement avoir une marge bénéficiaire aussi, mais de là à n'investir et donc à hériter d'un bâtiment qui vaut réellement 15 millions, il y a quand même un grand écart et beaucoup de marchés publics sont dans cette situation. Le ministre des Finances a aussi évoqué effectivement le volet gaspillage d'argent. Là, c'est au niveau du budget de fonctionnement, je suis parfaitement d'accord. C'est aussi quelque chose que le ministre des Finances dans la circulaire, parce que c'est ce gaspillage-là qui fait même souvent que le déficit budgétaire explose et que les gens passent en fait dans l'illégalité, parce que normalement quelqu'un, un agent public, ne doit pas dépenser de l'argent, ne doit pas ordonner une dépense qui n'a pas été prévue par la loi de finances. C'est illégal. Donc, et c'est ça qui fait exploser et la trésorerie, parce que ce n'était pas prévu, et aussi le déficit budgétaire, parce qu'après, il faut s'endetter pour faire autre chose, parce qu'on a dépassé de loin ce qui était prévu. Donc, on est parfaitement d'accord que là, l'État a des marges de manœuvre, mais je crois que la volonté et du chef de l'État lui-même, et du ministre des Finances, et du Premier ministre, je pense qu'on ne peut pas douter de ça depuis quelque temps, et ça va se poursuivre. Je voudrais, à contrario, dire la volonté politique du chef de l'État, du Premier ministre et du ministre des Finances. Vous avez dit, vous avez dit le contraire. Seul de tout le gouvernement. Je veux dire, dans l'ordre... de tout le gouvernement, y compris des maires, l'État, je vous ai dit, l'État va jusqu'aux mairies. C'est tout le monde qui ordonne et qui surveille l'exécution. C'est pas le chef de l'État qui vient réceptionner le centre de santé d'un Kolmezap chez moi. C'est bien le maire et ou les services techniques, les représentants Alors, avant votre réaction, je voudrais y poser une question qui me brûle les lèvres. Nous sommes là dans un nouveau contexte en termes d'exécution du budget. On parle d'un transfert de 15%. Est-ce que vous avez l'impression que les personnels dans les collectivités territoriales décentralisées, c'est-à-dire pour le moment les mairies, est-ce que ces entités-là sont prêtes à accueillir cette violence financière? Non, moi je dirais tout de suite non. C'est pourquoi j'ai dit qu'il manque de compétences. Il manque de compétences dans les communes. Je vous dis que quand vous allez dans les communes, chaque maire qui était élu venait, mettait ses frères parce qu'il y avait le chômage. Maintenant, il nous faut des compétences. Donc, pour le moment, je vais te dire que les communes ne sont pas encore prêtes à accueillir
la nouvelle donne. Il n'y aura pas de transfert de compétences, il n'y aura pas de transfert de finances. Vous allez voir. Oui, Tansi. Je vous ai dit, oui, Tansi, vous allez voir ce qui va se passer dans les communes. Vous allez voir. Si on va tout de suite à partir de juin là... nous sommes partis pour cela. L'argent, on va commencer à parler à l'argent au mois de mars. Pour le moment, c'est au mois de mars qu'on va commencer à envoyer l'argent. Mais pour le moment, on va essayer de voir. Mais c'est très... C'est d'autant plus que les maires actuels gèrent les affaires courantes. Voilà. Et donc, le nouveau mot qui vont le faire. Habilité à initier de nouvelles... Alors, ce que je... La petite histoire étant qu'ils vont rester en position. Ce que je veux dire, à la suite, donc, à la suite de camarade Temengue, d'ailleurs, moi-même, je voyais les bips. On parlait des bips de très loin. Mais depuis un certain temps, je suis le président du comité de développement de mon village. Et j'ai un centre de santé, comme il dit. Je suis en train de voir. Et d'ailleurs, si ces gens-là m'écoutent, ils vont aller en prison. Ils vont aller en prison. Parce qu'ils sont tombés dans un de mauvais pieds. Ça dit aller dans le village de Bissala. Aller faire ce que je suis en train de voir. Vous promettez la prison. Ils vivront en prison. Ça, ne vous en faites pas. Ils iront en prison. Et pourquoi? Mais parce qu'ils ne sont pas en train d'exécuter convenablement les marchés. Ils s'amusent. Et là, j'ai découvert qu'il y a des signatures, il y a des gens qui signent à chaque niveau. Quand on parle de corruption, c'est les gens qui doivent donner les signatures. Il a bien travaillé. Hein? Si tu donnes l'argent, on dit il a bien travaillé. Si tu ne donnes pas l'argent, donc c'est comme ça. Donc, pour ça. Mais je voudrais dire ici, en ce qui concerne, plus nous sommes dans les dépenses. Nous sommes dans le cas de la balance commerciale. Le problème de la dépense au Cameroun. C'est, quand vous parlez de la dépense, nous parlons de la balance commerciale. Jusqu'aujourd'hui, le Cameroun continue à consommer ce qu'il ne produit pas. Nous travaillons pour les autres. On a parlé que nous avons le bois. Il faut, par exemple, les chaises, quand vous arrivez maintenant au ministère, il faut qu'on essaie de prendre de chercher le menuisier d'à côté là, pour qu'on essaie plus de faire venir des choses de l'étranger. Mais on importe parce que, en fait, lorsque vous êtes dans le capitalisme, il faudrait que je le dise ici, quand vous n'entendez pas de capitalisme, le capitalisme est dans le désordre. Quand vous appelez, on parle de l'économie libérale. L'économie libérale, c'est le capitalisme. C'est là, il y a des réseaux. Hein, vous voyez les motos là. Les motos, on vous parlait des motos, les gens font des accidents. Il y a tout un réseau pour faire entrer les motos au Cameroun. Il y a quelqu'un qui perçoit l'argent parce que les motos rentrent au Cameroun. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est le problème de balance commerciale qui fait en sorte que notre argent, nous travaillons pour les autres. Nous ne travaillons pas pour nous-mêmes. Donc, j'ai vu par exemple, dans le WhatsApp là, on a montré Kameko, entre guillemets, on a montré dans le WhatsApp que on a réfléchi pour un fake news. Un fake news. C'était pas si un fake news. Si c'est un fake news, mais je suis très content que l'escalier de Kameko soit en bois et qu'on mette bien la peinture et que les passagers montent très bien au lieu de commander un escalier en fer à machin là-bas. Si nous avons aujourd'hui des escaliers en bois, on va gagner. Non, vous pouvez rire. Mais moi, je ris pas. Je suis d'accord avec vous, moi, je suis d'accord. Moi, vous pouvez rire. Mais si nous avons tout ça, commençons à réfléchir comment utiliser notre bois un peu partout aujourd'hui. Nous allons plus souffrir ici en ce qui concerne les dépenses. Vous voulez qu'on amène les escaliers en bois à l'aéroport? Mais on mettait bien la peinture. Pourquoi nous avons... on moderniserait. Mais pourquoi on a honte de notre bois? On finira par avoir des voitures en bois, des véhicules en bois. Mais si on a les véhicules en bois, ça dérange qui? Pourvu que nous ne puissions pas... Parce que ce qui se passe dans la balance commerciale, nous créons des emplois ailleurs. Et nous avons de la précarité ici chez nous. On ne peut pas créer des vrais emplois au Cameroun. Parce que nous produisons ce que nous consommons ce que nous ne produisons pas. Nous travaillons pour les autres. Nous travaillons pour les Chinois, nous travaillons pour les Belges, nous travaillons pour les autres là. Hein? C'est pas... Et l'autre problème aussi. C'était un parenthèse, oui. Voilà. Et l'autre problème aussi, quand il parlait de retard. Non, moi j'ai assisté à une réunion où on a demandé au Cameroun pourquoi nous avons embrassé tous ces projets à la fois. Nous avons beaucoup embrassé à la fois. Les projets structurants. Les projets, ports, aéroports, autoroutes, routes. Hôpital de référence, ceci, cela.
Alors, à l'époque, on avait posé la question au ministère de l'économie, à l'époque, il nous a dit que c'était des trucs de souveraineté. On avait posé la question de la soutenabilité de la dette. Il y a ce qu'on appelle la soutenabilité de la dette. Lorsque vous vous endettez, il faudrait que vous soyez sûr que non seulement vous allez recevoir exploiter ce que vous avez construit, et ça va vous ramener de l'argent pour pouvoir payer. Donc on s'est retrouvé à un moment donné en train de tout faire, les barrages et tout ça là. Bon, on nous avait dit que nous avons les marges, de l'endettement, parce que nous sommes aujourd'hui à 33%. Bon, on nous a dit les Japonais sont à 200%, les Français sont à 120%, c'est cela. Mais il y a un problème de soutenabilité. Et d'autre part, nous n'avons pas de monnaie. Quand vous vous endettez, vous faites très attention. Nous n'avons pas de notre propre monnaie. Parce que les autres, là, ils battent leur monnaie eux-mêmes. Qui vous dit pas qu'à un moment donné, quand ils ont des difficultés, ils s'en vont dans leur truc, ils tapent l'argent, ils font des trucs de tirage spéciaux et tout ça là. Donc, nous n'avons pas de monnaie. Donc, ce qui veut donc dire que nous sommes là aujourd'hui, nous avons beaucoup de projets, nous avons de bonnes volontés. Jean-Baptiste a vécu pendant très longtemps en Europe, il nous dira tout à l'heure si on peut battre la monnaie comme l'indique d'ailleurs Isaac. Donc ce problème de projet aussi, c'est pourquoi aujourd'hui nous n'arrivons pas à nous en sortir, parce qu'il fallait d'abord commencer par certains projets, on les finit et puis on prend des autres. Mais on appuie toute la fois. Derrière tout le table, il nous restait très peu de temps d'ailleurs à passer ensemble. Il y a eu une question qui a été posée sur la fluctuation du budget. Parfois c'est en diminution, parfois c'est en rallonge.